ensuite à Sébastien de nous délivrer la bonne parole. Euh, Allez, commençons. Merci beaucoup, Sébastien, de te rendre disponible pour cette occasion. On approche du solstice d'été, mais surtout de la fin de la présidence française. Le, euh, le nombre de sujets qui étaient au menu de la présidence française était évidemment extrêmement élevé. Que ce soit en matière de réglementation de marché, on pense évidemment à MIF2, MIFIR, mais aussi des éléments IFMD, UCITS, un certain nombre de réglementations et de projets, d'initiatives liés à l'Union des marchés de capitaux. On a également évidemment tout le package Balois. Tout ça dans un contexte qui a été évidemment totalement bouleversé par l'invasion russe de l'Ukraine, avec toutes les conséquences sur les grands équilibres au sein de l'Union européenne. Et évidemment des dossiers sur lesquels il n'avait pas été particulièrement anticipé, qu'il faudrait s'impliquer. Donc voilà un petit peu à très grands traits le paysage, la toile de fond de cette intervention. On rentre dans quelques jours dans la présidence tchèque, suivra la présidence suédoise. Évidemment, on sera extrêmement preneur également que tu nous indiques de ton point de vue quels pourront être les éléments à attendre de ces présidences et d'abord de la présidence tchèque sur les dossiers qui nous importent et qui nous ont déjà occupés au cours de ces 6 derniers mois. Voilà, je te laisse la parole, Sébastien. Encore une fois, merci beaucoup de t'être rendu disponible. Je te propose de nous dresser un peu le tableau de cette présidence, si tu peux tenir en 40 minutes, et puis ensuite on t'assaillera évidemment de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane, merci à Alain Maffy pour cette invitation. Et moi, 40 minutes, c'est très généreux, mais j'avais été parti sur 15 à 20 minutes. Ça donnera plus de temps pour les questions. Bon, je peux être aussi bavard. Il est vrai que la Commission européenne nous avait pas raté et avait bien visé la présidence française qui intervient à mi-mandat des autorités européennes, que ce soit la Commission ou le Parlement européen. Donc c'est toujours un moment charnière puisque la Commission a eu le temps de proposer les textes issus de son programme législatif. Et l'idée, c'est qu'on essaie de les faire avancer du mieux possible, mais aussi le plus rapidement possible. La comitologie européenne faisant que tout ça prend quand même un temps certain et nécessite des ressources certaines. Ce sera pour faire mon mot de conclusion sur la présidence tchèque à la fin. C'est notamment vrai pour les séquences de trilogue, c'est-à-dire la conclusion des textes entre Commission européenne et les co-législateurs, le Conseil européen et le Parlement européen. Je vais commencer par ça, avec le paquet finance digitale. Le président slovène avait réussi à achever le pilote régime autorisant des expérimentations blockchain à assez grande échelle en matière de chaîne de titres. Et dans le paquet finance digitale, il y avait deux autres textes importants. Le premier, DORA, sur la résilience cyber des entreprises du secteur financier. Nous avons obtenu, il y a déjà maintenant plusieurs semaines, un accord politique en trilogue sur ce sujet. Et nous sommes à la finalisation technique du texte avec le Parlement
qui devrait être approuvé par le Conseil européen, le Coreper, en Coreper, donc au niveau de rendement permanent d'ici la fin du mois. Et puis l'autre texte, hein, c'est MiCA, Market in Crypto Assets, les cryptoactifs, hein, qui font l'actualité régulièrement, et encore ces derniers jours, où là, nous avons un dernier trilogue, nous l'espérons conclusif, le 30 juin. Donc, c'est le dernier événement sous présidence française du Conseil de l'Union européenne, et nous espérons conclure avec un accord à 23h59 le 30 juin. Ce serait en tout cas une bonne chose pour finaliser donc définitivement tout ce paquet finance digitale. On a bon espoir d'aboutir sur MiCA, sachant que là, l'enjeu est de dire que le mieux est l'ennemi du bien, et qu'évidemment, il y aura sans doute des choses à faire plus tard. Je pense aux non-fungible tokens, je pense aux NFT wallets. Voilà, il y a toujours des thèmes. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi boucler, et notamment pour disposer d'un cadre régulatoire en place, alors même qu'on voit que Circle vient d'annoncer l'idée d'un lancement d'un stablecoin euro prochainement. Donc ça, ce serait vraiment très bien si on arrivait à tout boucler, et c'est notre objectif, et on a bon espoir. Un autre paquet thématique, c'est la finance durable. Là, nous avons obtenu une approche générale sur EU Green Bond Standard, donc un standard volontaire pour des obligations, des émissions d'obligations dites durables. Les trilogues vont commencer. Il n'a pas été possible, pour des raisons notamment de Covid, du rapporteur Tong, de faire un premier trilogue sous présidence française. De toute façon, il n'était pas envisageable de pouvoir boucler ça sous notre présidence, donc nous lèguerons cela à la présidence tchèque. Mais normalement, les trilogues ne devraient pas tarder à démarrer. Et puis, nous avons le sujet de la taxonomie, qui n'est pas un sujet de la présidence française, puisqu'on est au niveau des actes délégués, sur l'acte délégué énergie en particulier, bien connu, où là, nous attendons un vote du Parlement en plénière dans la session du 4 au 7 juillet, donc ça vient très vite. Et côté Conseil, une non-objection à l'acte délégué qui a été obtenue. Et enfin, sur ce sujet, le projet de directive sur le reporting durable des entreprises, donc la CSRD, ou un trilogue que nous espérons conclusif, parce que ce sera le dernier sous présidence française de l'Union européenne, a lieu dans 1h50 à Bruxelles, jusqu'à voilà, le bout de la nuit. Nous verrons. Mais nous espérons conclure CSRD au niveau législatif, sachant qu'après, ce qui est prévu, et ça a déjà démarré, c'est l'EFRAG, cette institution publique-privée, qui soit chargée d'élaborer les standards de reporting durable. Et elle a déjà soumis à consultation un jeu complet de standards sur les différents thèmes, climat, environnement au sens plus large, social et gouvernance, sachant que ce qui est prévu, c'est des entrées en vigueur différées suivant la taille des entreprises, et aussi, le cas échéant, ce que dira un trilogue cet après-midi, en fonction de thèmes particuliers. Donc il y aura quand même du temps pour la mise en œuvre de quelque chose qui est significatif en termes de changement dans le reporting durable. Là aussi, si on y arrive à avoir un trilogue conclusif aujourd'hui, je pense qu'on aura quand même beaucoup progressé sur ce sujet de la finance durable, qui faisait partie de priorités de la présidence française, s'agissant notamment des textes services financiers. Après, je vais passer à des textes plus sectoriels, mais pas moins importants, je pense, pour le nombre d'auditeurs.
Côté bancaire, c'est peut-être pas pour la MAFI spécifiquement, mais je le mentionne parce qu'on en est quand même content. On a obtenu une approche générale sur le texte, la révision du texte sur le crédit à la consommation. Je le dis parce qu'on fait rentrer dans le champ de la réglementation typiquement des pratiques comme le Buy Now, Pay Later. Et je pense que c'est important de montrer qu'on est capable d'être relativement réactif et relativement au goût du jour. Et ce n'était pas totalement gagné au départ. Évidemment, en matière bancaire, il y a eu une actualité récente très forte. L'union bancaire, ce n'est pas un sujet de la présidence française de l'Union européenne, c'est un sujet du président de l'Eurogroupe. Donc, l'Eurogroupe de la semaine dernière, vous avez sans doute vu le communiqué qui en est issu sur le sujet de l'union bancaire, avec une focale à court terme, en tout cas sous cette mandature européenne, sur une revue du cadre de gestion des crises bancaires, ce qui me paraît tout à fait légitime, sachant qu'il y a un consensus pour dire que le cadre actuel n'est pas particulièrement performant, qu'il y a des marges d'amélioration. On attendra la proposition de la Commission européenne d'ici la fin de l'année. Évidemment, je ne doute pas qu'il y aura encore de très nombreux débats sur la proposition de la Commission européenne, mais enfin, c'est quand même déjà bien de pouvoir avancer sur les sujets les plus sur lesquels il est nécessaire d'avancer et où on peut avoir des marges de progrès, sachant que le communiqué met bien en avant que un des objectifs de l'amélioration de ce cadre, c'est quand même que les banques qui ne sont pas performantes doivent sortir du marché. C'est aussi un élément de saine gestion du marché unique en matière bancaire. Et puis le paquet bancaire. Alors le paquet bancaire, c'est un morceau. Donc le règlement qui transpose la proposition de Bâle, dite 3 finalisée, dite 3.2, dite 4, en fonction à qui vous parlez. En tout cas, nous, on ne l'appelle pas, c'est juste un énorme truc. Et puis CRD sur des sujets non balois, mais qui revêtent une importance politique réelle, notamment avec le traitement des succursales dans l'Union européenne, le sujet de la prestation de services par des entités non européennes en Europe, c'est le fameux article 21C de cette proposition. Aussi les aspects de fit and proper sur les personnels d'établissements bancaires, et puis j'en passe et des meilleurs. Nous avons mené un travail, je crois, absolument titanesque sous notre présidence, sur la base de très nombreuses bilatérales avec les 26 États membres, aucun n'a été oublié, qui nous a permis d'avoir une connaissance fine et précise des positions de chacun. Sur cette base, nous avons transmis aux États membres, une dizaine de jours, un compromis complet. Donc on a tout écrit sur le paquet bancaire. Une réunion du groupe de conseil qui a eu lieu donc la semaine dernière, à l'issue de laquelle on a pu constater qu'il y avait un accord quasi unanime sur ce qu'on avait proposé. Alors, les États membres n'ont pas encore eu le temps, ils auront jusqu'à début juillet, le 8 juillet, peut-être un peu plus, pour lire ligne à ligne, il y en a des milliers, ce qu'on a écrit. Mais sur les points politiques, il me semble que ce qu'on a proposé peut recueillir un consensus au sein du Conseil. C'est en tout cas ce qu'on a signalé aux Tchèques. Et que nous, notre analyse sur la base de tous ces travaux, c'est qu'il n'y a pas forcément d'autre équilibre envisageable au sein du Conseil. Donc, on attend le retour des États membres par écrit, transmet le bébé, le bébé, à la République tchèque, et si tout se passe bien, normalement, on peut espérer une approche générale du Conseil de l'Union européenne rapidement après la pause estivale.
cas, c'est notre souhait et on s'était employé sous notre présidence à permettre ce résultat, quand bien même il arrivera sous présidence tchèque. Je pense que pour le Q&A, on pourra revenir sur certains aspects de ce paquet bancaire et de l'équilibre qu'on a proposé. Évidemment suivre avec grand intérêt les discussions au Parlement suite au rapport du Jonas Fernandez, le dépôt des amendements et les positions des autres groupes politiques. Simplement, comme vous êtes la MAFI, sur le paquet bancaire, ce que je peux juste dire, c'est qu'on a mis dans le compromis des choses qui nous paraissent de nature à sécuriser la capacité de concurrence équitable sur les activités de marché entre acteurs européens et acteurs non européens, sachant que l'Union européenne et après le Japon, plus grande juridiction, a entamé le travail de transposition des accords de Bâle, alors même qu'on peut encore attendre un peu sans doute, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis. Donc, normalement, dans l'approche générale qu'on espère au Conseil, il y aura bien des éléments permettant de s'assurer qu'en cas de transposition non parfaitement parallèle entre grandes juridictions, il y ait une capacité pour l'Europe de réaction très rapide, permettant d'assurer la concurrence équitable entre acteurs. Parce que Bâle, après on peut en penser ce qu'on veut, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on est encore présidence, donc on est neutre. Mais enfin, il est certain que ce n'est pas la même chose en termes de concurrence au niveau international et ce n'est pas la même justification d'avoir des règles aussi harmonisées que possible entre d'un côté le crédit immobilier ou le shipping et de l'autre les activités de marché. Je pense que la présidence française était utile à cet égard parce que les activités de marché, franchement, à part nous, ça n'intéresse pas grand monde au sein de l'Union européenne, alors même que c'est assez fondamental, on l'a encore vu pendant la crise Covid. Cela étant dit, je passe maintenant sur les sujets d'union des marchés de capitaux. Je vais commencer par la revue de solvabilité 2, parce que c'est bien de parler de l'union des marchés de capitaux, mais dans UMC, il faut peut-être déjà commencer par le C avec des capitaux pour pouvoir avoir des marchés. Et puis après, s'il y a des marchés, peut-être qu'on pourra faire une union. Solvabilité 2, nous avons eu la validation d'une approche générale au Conseil ECOFIN de Luxembourg vendredi dernier. C'est du niveau 1, c'est important, il y a beaucoup de choses. On est bien conscient qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se jouent au niveau 2. Notamment toute la fixation des paramètres qui vont avoir un impact majeur sur l'équilibre final en termes de charges prudentielles en fonction des classes d'actifs et donc un impact sur la capacité des assureurs d'être plus ou moins présents sur certains investissements. Ça a été très rapide quand on pense au temps que ça avait pris pour faire la première mouture de solvabilité 2. Parce que d'une part, la Commission européenne s'est engagée de manière claire sur ce qu'elle fera au niveau 2, ce qui a rassuré les États membres sur le fait qu'il n'y aurait pas d'augmentation des exigences de capital, ce qui recueille un consensus large au niveau des États membres. Ensuite, sur le fait que les sujets de niveau 1 avaient quelques aspects sensibles, mais où, dans l'ensemble, nous avons pu atterrir sur quelque chose qui ne discrimine pas de manière trop grossière entre marchés domestiques d'assurance entre États membres et permettant de recueillir donc un large soutien. J'espère que ça sera suivi au Parlement et qu'on pourra aboutir assez vite sur ce texte et que derrière, les assureurs suivront. On en reparlera dans quelques mois. Union des marchés de capitaux, après, si je reprends la typologie de la Commission européenne, il y avait 4 textes. 2 de la gestion d'actifs, LTIF et la revue de AIFM. 2 textes sur lesquels nous avons obtenu une approche générale, LTIF en mai et AIFM là, vendredi dernier en ECOFIN. LTIF, c'est une révision drastique
quand même de la première mouture qui avait donné très peu de satisfaction, qui avait très peu d'altifs agréés à travers l'Union européenne. On flexibilise beaucoup la capacité d'atteindre des investisseurs institutionnels d'un côté et des investisseurs particuliers de l'autre. Donc sur les deux branches, on flexibilise beaucoup. Évidemment, davantage encore sur vis-à-vis des investisseurs institutionnels que vis-à-vis des investisseurs particuliers, mais même vis-à-vis des investisseurs particuliers. Donc on espère que ça va permettre un développement important des LTIF, avec des encours, si possible, conséquents, notamment vis-à-vis des investisseurs institutionnels. Et puis pour les particuliers, que ça puisse devenir au fur et à mesure une certaine référence, toute proportion gardée, comme UCITS a pu l'être au niveau européen. Maintenant, voilà, tous les RTS, de l'ESMA, il y a la réalisation après au niveau domestique, cette gestion, s'en saisir ou pas de ces possibilités, mais on considère que ça a été une avancée importante et qu'on a été au maximum de ce que le Conseil était prêt en termes de flexibilisation. La revue d'AIFM, c'est une revue limitée dans la proposition de la Commission européenne, sur la base de ce qu'avaient pu déjà indiquer les États membres informellement à la Commission européenne. Il n'y avait pas de souhait de faire un grand soir. Je pense que ce qu'on peut déjà se dire, c'est quand on se souvient à quel point IFM avait été un sujet débattu à l'époque de sa conception, le fait que ce soit un sujet aujourd'hui beaucoup moins débattu montre qu'il est rentré dans les mœurs, ce qui n'était pas du tout le cas il y a une quinzaine d'années. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que on améliore en termes d'outils de gestion de la liquidité pour ces fonds, ce qui est évidemment un sujet assez actuel et qu'on a bien vu pendant la crise Covid. Deuxièmement, on a réussi à préserver un reporting à l'ESMA par les autorités nationales de supervision s'agissant de la délégation. Sujet âprement débattu, dont l'évocation seule de ce terme agite beaucoup d'États membres, notamment parce qu'il y a un meneur que je ne nommerai pas, mais que tout le monde peut identifier. On peut dire que c'est relativement faible. De l'autre côté, on peut se dire que c'est aussi une étape qui permettra d'y voir plus clair sur déjà les pratiques de délégation, alors même qu'aujourd'hui, en fait, personne n'a vraiment d'idée de à quel point c'est répondu ou pas répondu et à quel point est-ce que ça pose des questions en termes de supervision ou pas. Donc, on est plutôt content d'avoir abouti sur IFM. On va attendre sur ces deux textes, LTIF et IFM, le Parlement, mais qui a l'air d'adopter des positions relativement proches. En tout cas, intellectuellement, pas orthogonales. Ce sont les textes sur lesquels les Tchèques, je pense, seront assez actifs parce qu'ils ont une vraie connaissance de ces sujets. Nous avons ESAP, troisième texte, European Single Access Point. Donc, c'est cette base de données unique et d'accès gratuit ou très peu coûteuse, recueillant notamment les données financières et extra-financières des entreprises européennes. Un texte d'une technicité absolument phénoménale. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé le texte, enfin ça fait peur. Derrière, l'objet est beaucoup plus concret. Donc voilà, j'en parle parce que c'est pas anodin, je trouve. En tout cas, la Commission européenne en a fait une priorité de sa part. C'est vrai que ça peut délivrer un objet concret. Alors même que sur CMU, on en parle depuis longtemps, et c'est toujours très difficile pour le grand public, ou même pour les ministres, de pouvoir leur présenter un objet concret, ce qui signifie Capital Market Union. Donc là-dessus, on va tout faire pour aboutir à une approche générale lors du Coreper du 29 juin. On est encore en train d'y travailler. J'espère qu'on va y arriver. Voilà, les sujets de crispation sont plutôt du côté des autorités de supervision nationale qui craignent qu'elles doivent payer un petit peu pour mettre en œuvre
cette base de données, sachant que ce sera l'ESMA l'opérateur, et que l'ESMA, comme vous le savez, est financé en partie par des contributions venant des pays via leur autorité de supervision nationale. Et enfin, last but not least, je vais terminer par le seul texte qui n'a pas abouti sous présidence française. On ne peut pas considérer que ce soit un échec. Plutôt impressionnant qu'il n'y ait que celui-là, qui est MIFIR-MIFID. Alors, on a tenu pas mal de réunions du Conseil. Ce qu'on a vu assez vite, c'était que la proposition de la Commission européenne était complexe dans ce qu'elle cherchait à faire, et donc complexe dans la présentation qu'on pouvait en faire. Pour une raison, je pense, première, qui est que la Commission a essayé de faire des compromis, enfin, dans son texte, dans sa proposition initiale, des compromis qu'elle imaginait que les États pourraient faire entre eux ensuite. Le mieux est l'ennemi du bien. Il faut laisser les gens qui veulent faire des compromis directement plutôt que de les faire à leur place. Donc, on a passé pas mal de temps à reprendre un peu les différents sujets, un par un, à expliquer, à essayer d'identifier des accords au sein du Conseil sur l'objectif qu'on pouvait avoir pour chacun de ces sujets, et puis après voir si on pouvait bâtir des compromis. Si je distingue 3 sujets, il y avait les obligations de transparence. Là, en la matière, on a quand même, en tant que présidence, mis en avant, sur la base de ce que demandaient notamment certains États membres, le fait qu'il fallait un peu regarder aussi ce qui se faisait au Royaume-Uni, avec la Wholesale Market Review. Donc je pense que ça a pu être intégré grâce à voilà, notre présidence. Et sur ce sujet-là, je pense qu'on est sur un consensus, en tout cas sur quelque chose qui ne doit pas bloquer une approche générale sur l'ensemble du paquet MiFIR-MiFID. Après, nous avons 2 autres sujets. Le sujet de la Consolidated Tape qui a déclenché les passions. Alors, c'est vrai que la Commission européenne a beaucoup insisté dans son projet sur cet aspect-là spécifique. Et ce qui a suscité les passions, déchaîné les passions, suscité beaucoup de débats, c'est notamment la Consolidated Tape sur les actions. Avec, d'un côté, un lobbying fort des bourses européennes, notamment agité par les petites bourses européennes. De l'autre, un lobbying fort également, des acteurs de marché et un peu de tout le reste. Si je caricature, les premiers, il n'y a pas besoin de consotape, les autres disant c'est nécessaire d'avoir une consotape. Equity. Bon, là-dessus, on est encore sur un terrain très éclaté au sein du Conseil. Nous, on a préconisé quand même d'avoir une consotape equity rapidement, pour ne pas la reporter au calendrier grec. Deuxièmement, qu'elle puisse servir à quelque chose. Donc, ça nous paraît nécessaire qu'il y ait du post-trade en temps quasi réel. Je pense qu'à la fin des fins, il peut y avoir un consensus là-dessus, même s'il y a quelques États membres qui aimeraient qu'il n'y en ait pas, ou du post-trade, mais très décalé, qui ne servirait pas à grand-chose par rapport à l'existant. De l'autre, quelques États membres qui sont volontaires et velléitaires pour intégrer des données pre-trade. Ça suscite un débat encore plus passionné entre les 2 forces du marché que j'ai en présence, que j'ai mentionné précédemment. Bon, ça sera pour la présidence tchèque. Mais je pense qu'on a permis d'améliorer les termes du débat pour expliquer à quoi peut servir une consotape, à quoi ne peut pas servir une consotape si elle est configurée comme ci ou comme ça. Et puis le dernier point, c'est le payment for order flow. Bon, ce sont des pratiques qui sont beaucoup développées. Évidemment, l'affichage d'une gratuité, notamment pour les particuliers, a un effet attractif majeur, et on le voit dans les chiffres, notamment de l'AMF en termes de développement de particuliers en France qui, via ces plateformes-là,
vont vers alors, les cryptos en partie, mais aussi vers, vers les actions d'entreprise. Simplement, ce débat très polarisé entre un pays, mais important, au niveau européen, et d'autres pays assez importants qui n'aiment pas du tout le PIFOF, a rendu le débat compliqué. Là aussi, on s'est efforcé de le rationaliser, avec une proposition de dire que si on ne veut pas interdire le PIFOF, il faut à minima l'encadrer, et si on veut l'encadrer, ça ne peut se faire que sur la base de ce qui est quand même au cœur de MIF depuis le début, qui est le concept de meilleure exécution. Cette discussion a permis de voir que le concept de meilleure exécution à travers l'Europe pouvait être apprécié de manière relativement différente. Premier point. Et deuxième point, qu'il était surveillé et contrôlé de manière, là aussi, relativement hétérogène, quand bien même l'autorité domestique essayait de le regarder. C'est un point quand même, le PIFOF, c'est un sujet un peu, c'est pas mineur, mais c'est pas non plus le sujet le plus décisif actuel. Ça, c'est quand même beaucoup plus problématique. Donc, on a fait une proposition qui a recueilli un large consensus contre elle. Donc, on en a pris acte, ce qui n'a donc pas permis d'aboutir sous notre présidence. Là aussi, je pense qu'on laisse à la présidence tchèque, à défaut d'une base de compromis, quelque chose qui est beaucoup plus clair. Et donc, dans le dernier compromis qu'on a déposé sur table, avec retour écrit pour la présidence tchèque, une proposition de maintenir l'interdiction des pratiques de PIFOF, à défaut de capacité de la réguler de manière tant soit peu sérieuse. Donc, MIF, et donc ça me permet de faire la transition pour la présidence tchèque. Ça sera le gros morceau de la présidence tchèque en matière de services financiers, à n'en pas douter. Donc MIF, on a tout qui est encore potentiellement ouvert. Difficile de dire où est-ce que ça peut atterrir. Un des risques est qu'en fait, ça n'avance pas, que ça peut être bloqué sous présidence tchèque. Donc, ça sera vraiment un des enjeux, je pense, forts de la présidence tchèque, d'arriver quand même à faire aboutir au niveau du Conseil ce sujet. Nous, en tout cas, France, quand on pourra reprendre notre liberté de parole, on aidera et on œuvrera en ce sens, parce que ça reste un sujet évidemment majeur et structurant pour la réglementation des services financiers. Pour le reste, la République tchèque va surtout récupérer beaucoup de trilogues. Solvabilité 2, AIFM, LTIF. Alors, beaucoup de trilogues en fonction de l'avancée niveau Parlement. C'est sûr que s'ils finissent en octobre-novembre, c'est compliqué d'attaquer tout de suite les trilogues. Le paquet bancaire, on verra si les Tchèques l'ont en trilogue. C'est a priori plutôt pour les Suédois. Il faut déjà que les Tchèques, en revanche, fassent aboutir l'approche générale. Donc, j'ai envie de dire, l'un dans l'autre, les Tchèques auront quand même beaucoup de textes, parce que là, on avait énormément. On a dépoté une bonne majorité, mais il en reste quand même encore beaucoup pour les Tchèques. Sachant qu'ils récupèrent quelques nouveautés, ils vont devoir s'occuper des dépositaires centraux, s'ils le souhaitent. Que la Commission européenne donc, annonce d'ici la fin de l'année un texte sur le cadre de gestion de crise bancaire. Qu'ils vont avoir le trilogue sur EU Green Bond Standard, et que il y a sans doute que j'en ai encore oublié, mais enfin, j'ai pas parlé non plus de l'anti-blanchiment. On a progressé aussi, c'est suivi par des collègues au Trésor, avec des approches générales partielles. C'est un peu découpé selon les textes, mais beaucoup sur le paquet anti-blanchiment. Il restera pour les Tchèques le sujet qui passionne beaucoup plus les États membres que tout le reste en la matière, qui est la localisation du siège de la future autorité européenne, l'AMLA, en matière d'anti-blanchiment. Voilà, donc les Tchèques auront pas mal à faire. Nous, on est en train de réaliser la passation. Ce sont des gens qui m'apparaissent de bonne volonté.
comme je l'ai indiqué, en matière de marché, je pense qu'ils sont compétents. Ce n'est pas le cas de tous les États membres, mais ont quand même une culture en la matière. En termes de ressources, la Commission a quelques inquiétudes. Je dois dire que de ce que j'observe, j'en ai quelques-unes aussi que je peux partager avec la Commission, qui est que voilà, une présidence de conseil, c'est énormément de travail. Il faut pouvoir staffer, il faut pouvoir être dédié à ça de manière massive. Donc, peut-être que la présidence tchèque fera des priorités. En matière de services financiers, ils n'ont rien dit à ce stade. Ce qu'ils ont commencé à dire, mais c'est de manière beaucoup plus générale et beaucoup plus politique, c'est qu'évidemment, de leur priorité, c'était la situation géopolitique, c'était l'Ukraine. Je ne doute pas qu'ils seront actifs sur les sanctions, parce que je ne doute pas qu'on ne s'arrêtera pas là en train de sanctions. C'était juste le mot de la fin pour nous. Stéphane, dans ton introduction, quand tu disais qu'on a une présidence française voilà, qui a dû tenir compte évidemment de ce qui arrive, ce qui est arrivé au premier semestre 2022. Il est certain qu'en matière de services financiers, on avait affaire à des gens qui étaient aussi ceux qui s'occupaient des sanctions. FISMA, par ailleurs, et aussi la direction générale en charge des sanctions au sein de la Commission européenne, et qui a nécessité énormément de travail. Donc à la fin des fins, si je dois résumer, énormément de boulot. Je pense qu'on a fait notre job de manière honnête, professionnelle. En tout cas, c'est ce que nous disent les autres États membres. Je pense que ça nous a été bénéfique, pas qu'en termes d'image, qu'en termes de satisfaction personnelle, mais aussi pour faire avancer nos sujets. La présidence, elle se doit d'être neutre, parce que sinon, les autres pays peuvent refuser d'avancer, et quand ils refusent d'avancer, la présidence n'y peut pas, n'y peut pas grand-chose. Donc là, le fait qu'on ait obtenu autant d'accords en trilogue et d'approche générale, si tout va bien, avec les deux derniers, Mika et CSRD, c'est aussi parce qu'on l'a fait d'une façon, on va dire, européenne. Mais à la fin, ça permet d'avoir des textes qui respectent aussi les priorités françaises en la matière. Voilà, donc, je suis maintenant tout à vous pour vos questions et vos critiques éventuelles ou demandes de précision. Bien, merci beaucoup, Sébastien, pour toutes ces informations et tout cet état des lieux extrêmement précis sur les différents dossiers. J'aurais pour ma part énormément de questions, mais je vais en laisser quelques-unes. Un point sur le paquet bancaire. Et plus précisément, ce que tu as très bien décrit, l'article 21C. Pour tout dire, l'industrie a pu s'étonner un petit peu de la position adoptée par la France dans le cadre du package final, au sens où il n'était pas nécessairement compris que l'assouplissement qui est constaté était absolument nécessaire à l'aboutissement du dossier, ni d'ailleurs forcément équilibré par des avancées majeures sur d'autres éléments du paquet balois. Alors, non, je peux répondre très volontiers, parce que je comprends que de l'extérieur, ça puisse paraître un peu surprenant. Premier point, dans la proposition de la Commission européenne a fini par reconnaître, ils ont été très rapides et très à la hache dans ce qu'ils ont proposé. Ce qui a pu susciter une incompréhension légitime, et incompréhension légitime qui a pu être exploitée, le cas échéant aussi par certains acteurs qui ont pu causer une certaine gêne politique au niveau de la Commission. La Commission était déjà relativement demandeuse au sein du Conseil, notamment de nous, présidence, d'essayer de mieux creuser le sujet. Ce à quoi on s'est employé. Ce qu'on a observé au sein du Conseil, c'est que c'était un sujet qui pouvait devenir extrêmement politique
pour certains États membres importants. Et que soit on arrivait à quelque chose qui maintenait le principe d'une harmonisation européenne en matière d'accès au marché, mais au marché dans ce cas-là unique. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des accès certes différenciés suivant l'État membre, mais pour l'État membre en question, sans question de passeport derrière. On a essayé, notamment sur la base d'une typologie des clients auxquels s'adressent les différents services. L'interdealer, l'interbancaire, les corporates, et puis le retail. Ça n'a pas abouti, notamment parce que pour un État membre important, notamment, il y avait une difficulté par rapport à du retail pas pauvre, on va le dire ainsi, et vis-à-vis d'un État non membre de l'Union européenne, mais pas très éloigné géographiquement. Sujet que moi je connais par cœur, parce que j'ai négocié avec cet État non membre de l'Union européenne pour n'aboutir à rien, c'était mon objectif, pendant des heures au carré, n'aboutir à rien, parce que politiquement c'est inenvisageable en France. Désolé de peut-être rester un peu cryptique, mais ça c'est clair. Ça signifie que soit on passait outre et on tentait le truc, mais avec le risque que ça déclenche une réaction néfaste sur beaucoup d'autres sujets de cet État membre avec lequel on a fait affaire avant qu'on soit en présidence. Ou alors, et c'est ce qu'on s'est dit, nous, c'est inenvisageable de donner raison à cet État membre sur ce sujet-là. C'est juste politiquement inenvisageable pour nous. Mais on est présidence, donc on va le dire publiquement, etc. Et par rapport à tout le reste des débats, et notamment de plus petits pays, on peut penser à un État avec lequel nous partageons conjointement une frontière, mais très actif en ce domaine, à un État qui est une île, etc., qui a aussi un secteur financier pas mal ouvert, qu'en fait, voilà, on n'est pas encore mûr pour obtenir quelque chose. Et là, l'alternative, c'est de dire, bah, on reste sur le statu quo. Voilà. Après tout, on est le Conseil, on n'attend pas du Conseil qu'il soit le plus pro-européen parmi les trois. Ça évite qu'on se pose des problèmes auxquels on n'avait pas des solutions, tout en se disant, le Parlement européen, a priori, enfin, en tout cas, quand on voit le rapport de Fernandez, sans doute aller vers là, va rester sur une optique européenne beaucoup plus marquée. Et donc, à la fin des fins, tout ça se traitera en trilogue. Donc, c'est ça, en fait, le raisonnement derrière. C'est que le Conseil n'est pas mûr sur ce sujet et que ça se résoudra en trilogue sur la base d'une position du Conseil qui est le statu quo par rapport à l'existant et la position qui sortira du Parlement en sortant qu'elle soit plus européenne. Donc voilà, le paquet bancaire est loin d'être fini. Nous, on reprendra notre liberté de parole et sur ce sujet-là, on a évidemment une position. Et donc voilà le raisonnement derrière. Donc, ce sujet est loin d'être fini. Merci beaucoup Sébastien pour cette réponse. Eh bien, les questions sont bienvenues avec un peu de discipline. Donc si vous pouviez lever la main pour qu'on détermine les différents ordres de passage. Alors, moi, j'avais une autre question hein, sur MIF2, MIFIR. Est-ce que il est vraisemblable que les Tchèques vont pouvoir susciter des consensus ou est-ce qu'il faut davantage attendre
de quelques États membres et de 2 en particulier qui ont eu historiquement des désaccords et une frontière commune, qu'ils essaient d'apporter des éléments de consensus sur les 3 grands pôles que tu as rappelés, donc les questions de transparence, post-trade, les questions PFOF et la question de la conso-tape. Écoute Stéphane, sur ce sujet, nous on a essayé en tant que présidence, et on a essayé avec cet État membre important de lui proposer une porte de sortie avec laquelle étaient d'accord les acteurs industriels que le gouvernement de cet État membre défend avec âpreté. Donc on a été un peu surpris, on continue à s'opposer à ce qu'on avait proposé en termes de compromis. C'était notamment pour permettre d'éviter l'interdiction du PFOF, d'aller vers quelque chose qui s'apparenterait à l'BPO, European Best Bid and Offer, ou en tout cas quelque chose qui permet de s'assurer de la best execution par les plateformes de PFOF. Là, ça passait par une conso-tape intégrant de manière obligatoire des données pre-trade. Pas toutes, c'est clairement un no-go pour le conseil, mais c'est du carnivore. Quelque chose à laquelle voilà, la plateforme en cause et la place de marché tenue par une banque de cet État membre de l'autre était d'accord. Et le gouvernement de cet État membre a refusé. Tiraillé avec un autre acteur qui ne voulait surtout pas que ça avance sur conso-tape. Donc, sauf à ce que cet État membre prenne une position, comment dire, autre, étant plus cohérente avec ces deux aspects, qui sont quand même d'une façon ou d'une autre un peu liés. Sa position, elle n'est pas explicable, à part la défense d'intérêts d'entités de ce pays-là. Mais elle n'est pas explicable intellectuellement. Donc c'est purement du rapport de force. Comme ils sont seuls à défendre cette position-là, mais qui ne sont pas seuls sur chacun des deux sujets, qui ont une certaine capacité d'entraîner des États membres qui n'en ont que faire, je pense que ce sera ça le vrai sujet. C'est est-ce que les Tchèques osent essayer de minoriser cet État membre? Si oui, je pense que dans ce cas-là, on aboutit à peu de choses près au dernier compromis qu'on a proposé. Non, soit ils n'osent pas, et c'est tout à fait possible. Hein. Ce que je dis est factuel, hein, je ne mets pas d'avis. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le sujet n'avancera pas pendant 6 mois sous présidence tchèque. Et on attendra les Suédois. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments. On a une question de Damien. Bonjour, bonjour Sébastien. Merci beaucoup pour la présentation, c'est super intéressant. J'avais une question sur le PFOF, une fois n'est pas coutume. Je comprends bien que notre voisin, ce grand pays, ait refusé le consensus que vous aviez proposé. Et je peux aussi comprendre qu'il l'ait refusé parce que proposer une conso-tape pré-trade peut faire peur, notamment à la vue de ce qui se passe aux US, la Reg NMS et tout ça, ça fait très peur. On n'a pas envie d'être dans cette situation aux États-Unis alors qu'eux-mêmes essaient de s'en dépêtrer. J'avais une question uniquement sur le PFOF, sans parler de consensus. Est-ce que vous avez tenté la possibilité de discuter d'un ban du PFOF qui s'appliquerait uniquement aux actions? Je pose la question parce que c'est quelque chose dont on a déjà parlé à la MAFI. Ce grand État membre est poussé par une grande banque allemande, mais pas que, mais aussi qui prend une grande place dans cette discussion. Et cette grande banque
dont je parle ne fait uniquement comme business du trading de certificats, de turbo et de produits structurés et non pas d'equity. Et donc ma question c'est est-ce qu'il n'y a jamais eu une idée de consensus pour appliquer le ban PIFOF sur le marché des actions uniquement et laisser le marché des produits structurés tranquille, ce qui reviendrait à rassurer la grande banque derrière les conseils on n'arrive pas à mettre de nom dessus, donc c'est plutôt difficile pour moi d'essayer de vous faire comprendre les choses, mais voilà, j'espère que j'aurais été clair en Et, utilisant tous ces codes, tous ces messages codés. et j'ajouterais simplement en complément de la question de Damien, le fait qu'il y aurait une logique à traiter séparément et différemment les actions des autres types d'actifs, c'est que le mécanisme de formation des prix est éminemment différent, puisque autant les actions ont un mécanisme de formation des prix qui est un mécanisme de confrontation piloté par les ordres. Et donc, le fait d'avoir des ordres qui échappent au mécanisme de formation des prix et qui se voient appliquer un prix déterminé de manière ad hoc pose davantage sans doute de questions du point de vue de la meilleure exécution que dans le cas d'instruments pour lesquels le prix est un prix piloté, le marché est piloté par les prix et où le marché est fondamentalement un marché de market maker. Absolument. On a eu de très longues discussions avec les deux acteurs, notamment voisins, concernés. On a eu très longues. Je n'ai pas souvenir qu'ils aient proposé ce que vous avez indiqué. Plutôt souvenir qu'ils considéraient le sujet action comme étant très important. D'accord. On verra par la suite, mais c'est pour check si c'est quelque chose qui émerge. Ce que je peux dire, c'est que notre interlocuteur premier, c'est quand même l'État membre en cause, et donc le ministère des Finances est État membre, qui n'a fait aucune proposition. La réalité, c'est quand même qu'on a cet État membre qui était en opposition, sans recherche de trouver une solution. Donc c'est normalement plutôt un témoignage d'une recherche de pourrissement du dossier, qui dure. Et en tout cas, d'une écoute relative de leurs acteurs, qui, eux, étaient plus dans un mode de chercher des solutions. Nous, en tant que présidence, on est évidemment dans la recherche de solutions. D'où le fait qu'on n'ait pas réussi, qu'il y ait ce blocage qui subsiste, parce qu'il peut être levé par telle ou telle proposition. Nous, en tout cas, en tant qu'État membre, on regardera. On a une position qui n'est pas dogmatique sur ces sujets. Ce qu'on craint quand même, fin des fins, c'est un statu quo. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps, 2 ans, pour qu'à la fin, il n'y ait rien de transcendant par rapport à MIF, alors même qu'il y a quand même des sujets. Alors, ce que j'ai oublié aussi, mais de signaler dans ma présentation, c'était que la Commission a quand même annoncé qu'il y avait une Retail Engagement Strategy quelque part, que normalement, ça doit aborder des sujets MIFID. PIFOF est dans MIFIR, mais enfin, on voit qu'il y a des thématiques qui peuvent être relativement similaires. Donc, voilà, on appréciera aussi dans le contexte global le moment venu. Mais j'en reviens sur PIFOF, on n'a pas senti une volonté de cet État membre, mais aussi de certains autres qui n'ont pas d'enjeu, mais qui intellectuellement ne sont pas très à l'aise avec partir directement sur l'interdiction. Je peux les comprendre. Mais qui voilà, n'ont rien proposé. Ils ont juste, ouais, si on peut éviter l'interdiction, on préférait. Mais comme ils n'ont rien proposé, comme nous, ce qu'on a proposé a été rejeté, à la fin des fins, si là on soumet au vote, je pense qu'il y a quand même une majorité pour qualifier pour interdiction du PIFOF. En tout cas, je vois mal que ça puisse bloquer un accord sur MIF, rien que sur ce point, parce que politiquement, c'est relativement difficile à défendre, surtout un ECOFIN quand c'est en public. Mais est-ce que les Tchèques seront prêts à aller jusque-là? Ça sera à eux de dire. Je ne suis pas sûr. D'où le risque que ça dure.
Alors, sur le PIFOF, il avait été question à un moment donné d'une minorité de blocage réunie autour de ce pays membre voisin et important, mais dont la Constitution semble n'avoir jamais été totalement démontrée. Dans les réunions du Conseil, nous, on posait les questions à chaque fois, hein, et les États membres répondaient et on tenait les comptes. Donc, si, il y avait des minorités de blocage. Mais est-ce que c'est des minorités de blocage qui tiennent mordicus parce que fondées sur une analyse forte de ces États membres? Non. Non. Mais voilà, il n'y avait pas de velléité de la part des États membres de se dire que sur MIFIR, il fallait avancer vite. Il y avait un impératif à ça. Contrairement à Solvabilité 2, contrairement au paquet bancaire. Très bien. Avons-nous d'autres questions? Enfin, on fourmille tous de questions, mais est-ce qu'il y a des questions qu'on peut poser à Sébastien? On n'a plus que 2 minutes dans le timing qu'on s'était donné. C'est peut-être un peu court. Merci beaucoup Sébastien pour ton intervention. Tu nous as permis d'y voir plus clair sur tous les succès et tout ce qui avait été réussi sous la présidence française. Évidemment, tu sais, hein, notre industrie et la MAFI, les membres de la MAFI sont évidemment très sensibles au dossier MIF de MIFIR, donc regrette évidemment qu'on n'ait pas pu davantage avancer sous la présidence française, mais ça n'occulte en rien tout ce qui a pu être fait par ailleurs. Et on va rester évidemment très mobilisé pour porter la voix des acteurs de Paris sur ce dossier MIF de MIFIR et avec d'autant plus de volonté que, comme tu l'as rappelé, la France retrouve une certaine liberté de manœuvre dont elle s'était privée parce qu'elle a joué le jeu des institutions européennes, comme elle le fait à chaque fois. Et évidemment, à raison. Merci beaucoup Sébastien, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et on se dit rendez-vous sous présidence tchèque alors. Merci Sébastien, c'était très clair. Et encore bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.